Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. La reine d'Angleterre Elisabeth II n'est plus. Elle s'est éteinte ce jeudi 8 septembre après le plus long règne de l'histoire sur le trône britannique. Quelles implications pour le continent africain? On en parle sur ce plateau avec Jean-Claude Félix Tchikaya, expert en géopolitique et chercheur à l'IPSE. Plaidoyer pour la levée des restrictions sur les corridors dans la zone CEMAC. Objectif affiché, dynamiser le commerce intra-régional dans un marché qui concentre plus de 150 millions d'habitants. Et puis l'aide humanitaire s'organise en Éthiopie. Une première cargaison de céréales en provenance de l'Ukraine a été livrée ce jeudi dans le cadre de l'initiative pour les céréales via la mer Noire. Un stock qui correspond à un mois d'assistance pour plus de 1,5 million de déplacés. London Bridge is down. La reine Elisabeth II est décédée ce jeudi 8 septembre 2022 dans sa résidence écossaise de Balmoral. Une nouvelle qui attriste profondément le Royaume-Uni et qui ne laisse pas de marbre les républiques africaines du Commonwealth. Et pour cause, la reine a toujours entretenu des liens forts avec ces derniers, des liens qui ont été marqués par 7 décennies d'histoire commune. Elle était notamment attachée à garder une cohésion au sein des pays du Commonwealth. À titre d'exemple, elle a contribué tout au long de son règne à apaiser les tensions entre certains dirigeants. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Jean-Claude Félix Tchikaya, expert en géopolitique et chercheur associé à l'IPSE. Bonjour monsieur, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Depuis l'annonce du décès de la reine Elisabeth II, plusieurs chefs d'État africains lui ont rendu hommage. Le président kenyan Uhuru Kenyatta a notamment salué la mémoire, je cite, d'une immense icône au service désintéressé pour l'humanité, une figure de proue essentielle, non seulement du Royaume-Uni et du Commonwealth. Qu'est-ce que son décès signifie pour le continent africain? Il y a plus qu'un retentissement, une vive émotion en Afrique. En 1947, elle effectue son premier voyage officiel en Afrique, en Rhodésie, qui est devenu donc le Zimbabwe. Puis en Afrique du Sud, son père, de manière un petit peu timide, voire gênée, soutient l'Afrique du Sud, déjà touchée par l'apartheid, qui est donc un pouvoir inégalitaire, raciste, qui gêne beaucoup la reine Elisabeth. Pareil pour la Rhodésie. Et quand elle revient donc en 52, donc elle est en visite au Kenya, c'est en Afrique qu'elle est devenue reine. On peut dire que c'est une reine africaine, en tout cas, même si elle n'est pas reine d'Afrique, parce que c'est bien dans ce lieu qui appartenait donc au Commonwealth qu'elle est devenue reine. Et ce qu'on peut dire aussi de remarquable, c'est que son premier voyage encore officiel s'est déroulé en Afrique en 54, donc en Libye. Elle a eu des rapports très forts sur le plan politique, diplomatique. En 1961, elle va au Ghana, elle rencontre le chantre du panafricanisme, Kwame Nkrumah. C'est pas de danse, mais elle a tout fait pour qu'il n'aille pas vers qu'il ne sorte pas du Commonwealth et aille vers le régime soviétique communiste. Donc même si déjà M. Nkrumah était un petit peu critiqué dans le monde, mais ils ont pu discuter de manière très cordiale et diplomatique. Et elle a tout fait pour pas accompagner les indépendances, mais ça allait en dehors de ce qu'elle pouvait penser sur le plan philosophique, sur le plan politique. Donc elle a très bien compris que les peuples voulaient disposer d'eux-mêmes et elle a tout fait pour maintenir donc à l'intérieur du Commonwealth les 19 pays d'Afrique aujourd'hui. Il y a aussi bien d'ailleurs des pays anglophones, des pays lusophones que des pays francophones. Et d'ailleurs, le prince Charles, le Charles III maintenant, donc le nouveau roi, depuis 2018, post-Brexit et post-Covid aujourd'hui, ou presque, fait tout pour resserrer les liens avec une Afrique, d'ailleurs même sur l'esclavage, il a eu des mots de contrition et d'excuses, donc ils font tout
pour essayer d'améliorer, voire devenir une puissance économique en termes de partenariat avec pas seulement les pays anglophones, mais pour toute l'Afrique, donc qui veulent amorcer une nouvelle ère et des rapports délestés, des tensions que l'Afrique peut avoir avec d'autres nations. On va y revenir sur le rôle du futur roi, mais avant cela, nous l'avons évoqué précédemment, en tant que chef du Commonwealth, la reine a effectué durant son règne 21 tournées en Afrique. En tant que chef de cette organisation, quelle relation a-t-elle entretenue vis-à-vis des États africains ? Ce qui était remarquable, je pense que c'est unique pour une personne de ce rang, quand elle allait voir, donc elle avait des visites officielles ou privées en Afrique, elle n'allait pas voir seulement les chefs d'État, mais aussi les chefs traditionnels, les chefs coutumiers. Elle essayait de se rapprocher de la population dans sa complexité. Et ce qu'on peut dire, c'est que l'attachement de toutes les strates et de toutes les générations, même aujourd'hui, sont dans une vive émotion parce que ça, ils l'ont ressenti dans leur chair et ils sont touchés comme un deuil, comme une famille mondiale qui serait incarnée par cette reine donc historique et immuable. Vous en avez déjà évoqué quelques-uns, mais quels a été selon vous les moments marquants de la reine sur le continent ? Ben, je le rappelle, sa première visite, son premier voyage officiel en 1947, elle est toute jeune, elle a 21 ans. Ensuite, elle est en voyage encore au Kenya. Elle apprend, ou presque, le décès de son père. Elle revient, elle va en Libye. Elle revient avec une Kwame Nkrumah. Et surtout, ce qui est marquant, c'est son amitié, sa considération réciproque avec Mandela. Quand elle voit qu'elle ne peut pas convaincre les Afrikaners donc au pouvoir d'arrêter ce régime d'apartheid. Elle ne se rendra pas en Afrique donc du Sud de 52 en 95. Elle est revenue donc en 95 voir Monsieur Mandela à sa sortie et là a pu naître une amitié sincère et forte. Mais ce qu'on peut dire aussi, rajouter, il y a deux personnes de rang officiel qui tutoyaient et de manière réciproque et pas un tutoiement que certains peuvent avoir facilement avec des personnes africaines ou d'origine africaine. Là, c'était plein de respect, donc avec Kunda, donc l'ancien président de Zambie, et Monsieur Nelson Mandela. Ils se parlaient vraiment comme de véritables amis, ce que peuvent dire d'ailleurs les familles quand ils entendaient des conversations, des bribes de conversation, j'ai l'impression qu'ils parlaient entre amis. Donc c'est une véritable amitié, une amie de l'Afrique, même pendant la période plus que compliquée pendant la colonisation. Elle a bien compris le moment historique pour que pas seulement l'Inde, mais aussi l'Afrique puisse disposer d'elle-même. Et c'est peut-être pour cela que certains pays francophones ou autres veulent aller vers un Commonwealth qui est peut-être plus délesté de certains regards et j'allais dire discrimination, vous voyez, peut-être lapsus, de représentation négative. Une toute dernière question, est-ce que le prince Charles sera capable de maintenir cette cohésion ? Il y travaille déjà depuis 5 ans, comme je le soulignais tout à l'heure. Il va tout faire pour maintenir cette cohésion. Ce n'est pas un travail qu'il amorce aujourd'hui, il l'amorce depuis plus de 5 ans. Et il venait, parfois il participait à certains voyages de la tournée. Il y a eu 21 tournées donc, avec la reine. Donc il est allé aussi avec son ex-femme Diana. Ses deux fils vont souvent avec leur épouse en Afrique. Donc il y a un lien qui paraît indestructible. Merci beaucoup Jean-Claude Félix Chikaya d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes expert en géopolitique et chercheur associé à l'IPSEF. Merci beaucoup. Dans le reste de l'actualité, léger remaniement ministériel. En Algérie, le président Abdelmadjid Tebboune a procédé ce jeudi 8 septembre à la nomination de 6 nouveaux ministres. Brahim Merad fait son entrée au ministère de l'Intérieur en remplacement de Kamel Beldjoud. Autre arrivée, celle d'Abdelak Saï, nommé ministre de la Santé, et de Hamid Badari, qui hérite du portefeuille de l'enseignement supérieur. À noter que le chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune,
a renouvelé sa confiance au Premier ministre Ahmed Ben Abderrahmane qui doit présenter dans les prochains jours le bilan de son plan d'action devant le Parlement après une année passée à la tête du gouvernement. Valse ministérielle également au Burundi. Le président Evariste Ndayishimiye a procédé ce jeudi à un remaniement marqué par l'arrivée de 5 nouveaux ministres. Martin Ninteretse hérite du portefeuille de l'intérieur, de la sécurité publique et du développement communautaire. Audace Nyondima décroche celui des finances, du budget et de la planification, et Dieudonné Dokundane de celui des infrastructures, de l'équipement et du logement. Notons que ce remaniement ministériel intervient au lendemain de l'approbation par le Parlement burundais du nouveau Premier ministre, le général Gervais Ndirako-Buka. La libre circulation en Afrique centrale doit devenir effective, c'est ce qu'estime Daniel Ona-Ondo, président de la commission de la CEMAC, qui appelle à la levée des restrictions sur les corridors de la sous-région. Il faut dire que l'enjeu, notamment en matière de commerce, est important, avec un marché de plus de 150 millions d'habitants. Les détails dans ce sujet de Joël Ballot. Le commerce intra-régional en Afrique centrale reste un potentiel sous-exploité. Avec plus de 150 millions d'habitants, les transactions commerciales entre États ne représentent cependant que 4% du total des échanges de la sous-région. Selon le professeur Daniel Ona-Ondo, président de la commission de la CEMAC, ce faible taux s'explique par la présence de multiples contrôles sur les corridors, jugés tracassiers par les usagers. Nous avons des problèmes sur les corridors. Sur les corridors, il y a trop de contrôles. De police, de gendarmerie, des eaux et forêts, de la santé, ainsi de suite, sans compter des fraudeurs qui se mettent, et ce que vous savez très bien, il y a ce qu'on appelle les mangebilles. Donc nous sommes en train de lutter pour qu'on débloque ces corridors. Nous avons eu une réunion il n'y a pas très longtemps avec les forces de police de tous les 6 pays. Nous avons pris un certain nombre de décisions, et déjà au Cameroun, il y a des efforts qui ont été faits pour alléger les contrôles sur le long des corridors. En plus du suivi du processus de libre circulation dans la sous-région, à travers l'implémentation d'une brigade mixte inter-État, la commission de la CEMAC entend participer à la réforme du franc CFA, l'idée étant de se démarquer du modèle ouest-africain. Des attentes nombreuses exprimées au cours de la première édition des États généraux de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, tenue du 30 août au 1er septembre à Libreville. Aujourd'hui, vous pouvez réserver, vous pouvez échanger votre franc CFA avec des dollars et ainsi de suite. La COBAC s'est prononcée, la COSUMAF s'est prononcée, le gouverneur de la Banque centrale s'est prononcé. On attend la suite des événements. Les différentes crises mondiales ont impacté les économies de la sous-région et ralenti le processus de développement de celle-ci. Aujourd'hui, bailleurs de fonds, banques, institutions africaines multiplient les réflexions pour aider les pays d'Afrique centrale à relever leurs économies. Parler d'une seule voix lors de la COP27, c'est l'objectif des dirigeants africains qui espèrent ainsi mettre plus de pression sur les pays industrialisés, principaux émetteurs de gaz à effet de serre. L'enjeu est d'obtenir de ces derniers plus de financement pour l'adaptation au changement climatique et concrètement d'appliquer le principe du pollueur-payeur. Explication avec Eugène Schéma. L'Afrique, qui contribue officiellement à 3% aux émissions mondiales de gaz à effet de serre, mais en subissant de plein fouet les changements climatiques, plaide pour la prise en compte du principe des responsabilités communes mais différenciées. Sur ce continent où la moitié de la population est encore privée d'électricité et où ces régions sont considérées parmi les plus pauvres du monde, les dirigeants considèrent que le droit à exploiter les immenses ressources en hydrocarbures doit être reconnu. La question est prévue à la 27e conférence de l'ONU sur les changements climatiques, la COP27, prévue du 7 au 18 novembre 2022 à Sharm el-Sheikh en Égypte. Quand notre continent est en train de découvrir les gaz, de l'autre côté, les partenaires disent qu'il ne faut pas utiliser les gaz. Voilà l'opportunité de cette COP. L'Afrique continue à souffrir. La population africaine démographiquement continue à augmenter. Et nous ne donnons pas la chance à la jeunesse d'avoir d'opportunités d'emploi. Et c'est notre jeunesse qui meurt ici dans le mer de Méditerranée pour aller chercher la vie ailleurs en Europe. Tout ça, ce sont des défis que nous devons mettre fin
en tant que leader. Être leader, c'est regarder les problèmes du peuple. Accusés de contribuer à plus de 70% aux émissions mondiales de gaz à effet de serre, les hydrocarbures sont devenus le fléau à combattre dans le discours climatique international. En mai dernier, le G7, groupe des pays dits les plus avancés du monde, a décidé de cesser les subventions aux énergies fossiles à l'étranger d'ici fin 2022. Au Sénégal, la première exploitation de pétrole et de gaz est prévue en 2023 et le président sénégalais Macky Sall défend ses investissements. Oui, pour l'énergie verte, il y a une énergie de base sur laquelle l'Afrique doit se baser pour assurer son développement. Et on ne peut pas empêcher aux pays africains de profiter de leurs ressources naturelles qui sont dans leur sous-sol pour financer leur économie et surtout rendre leur économie compétitive, bien sûr dans le respect de la lutte contre le réchauffement climatique. Macky Sall, comme ses homologues africains dirigeants des États producteurs de pétrole et de gaz, estime que les principaux responsables des émissions de gaz à effet de serre sont d'abord les pays industrialisés et qu'on ne peut les mettre sur le même pied d'égalité avec l'Afrique au niveau des engagements à prendre pour le climat. L'Afrique est par exemple le continent le moins éclairé avec plus de 600 millions d'habitants encore privés d'accès à l'électricité. Lueur d'espoir pour les déplacés en Éthiopie. Une première cargaison humanitaire de céréales du Programme alimentaire mondial a été réceptionnée ce jeudi 8 septembre dans la ville d'Adama. Une livraison qui s'inscrit dans le cadre de l'initiative céréalière de la mer Noire négociée par la Turquie et les Nations Unies. Cette aide alimentaire devrait permettre de subvenir pendant un mois aux besoins d'au moins 1,5 million d'Éthiopiens déplacés suite à la sécheresse et au conflit. Les céréales seront distribuées dans les jours à venir, a indiqué Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général des Nations Unies. Écoutons-le. La première cargaison humanitaire de céréales du Programme alimentaire mondial en provenance d'Ukraine, livrée dans le cadre de l'initiative pour les céréales de la mer Noire, a commencé à arriver en Éthiopie. Le PAM affirme que les céréales soutiendront un mois d'assistance à plus de 1,5 million de personnes déplacées par la sécheresse et le conflit. Les céréales sont actuellement déchargées dans l'entrepôt principal du PAM dans la ville d'Adama et seront distribuées dans les semaines à venir. Les conflits, la sécheresse et la hausse des coûts sont à l'origine de l'insécurité alimentaire dans toute l'Éthiopie. Avec 20 millions de personnes ayant besoin d'aide alimentaire en Éthiopie, le Programme alimentaire mondial affirme que la stabilité de la chaîne d'approvisionnement est essentielle à son travail. De plus, sur l'Éthiopie, nos collègues humanitaires nous disent que les combats dans le nord du pays continuent d'avoir un impact sur les personnes vulnérables et sur l'acheminement de l'aide. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.